Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'un sujet terriblement important pour tous, l'énergie. Qu'on en soit conscient ou pas, elle est partout et fait tourner notre monde, que ce soit pour se chauffer, se déplacer ou pour transformer et acheminer l'infinité d'objets que nous utilisons au quotidien. Que ce soit directement par nous, avec nos appareils électriques, nos fours ou encore nos voitures, ou d'autres plus cachés qui rendent possible notre quotidien sans que nous le réalisions vraiment. Cela va de la machine de chantier qui a servi à creuser les tranchées ou à intéresser la fibre optique qui relie nos ordi à Internet, ou les fours industriels qui servent à préparer les biscuits que nous achetons en grande surface. Bref, elle a servi à façonner notre société et permet de la faire tourner. Ok, elle est partout. Mais alors, en Suisse, on consomme de l'énergie sous quelle forme ? Grosso modo, un tiers d'électricité et 2 tiers d'énergie fossile directement importée de pays tels que la Russie, le Qatar ou d'un autre pays généreux de ses ressources fossiles en échange de notre doux regard. Ou plutôt de nos écus, qu'on leur offre volontiers car actuellement, nous n'avons pas vraiment d'alternative. Et quand on parle des énergies renouvelables, c'est à peine 7% de l'énergie consommée en Suisse. Elle se retrouve pour produire de la chaleur et de l'électricité. Et si on regarde le taux de retour énergétique de ces énergies renouvelables, on est à 4 pour du solaire sans stockage et ça descend à 2 avec stockage, contre 8 pour le pétrole. En comparaison, le pétrole extrait dans les années 1940 avait un taux de retour énergétique de 100. C'est-à-dire que pour une unité d'énergie investie, on en récupère combien ? C'est un critère crucial pour la rentabilité de l'exploitation de X ou Y ressources. Le gaz russe a un taux de retour énergétique de 5. Autrement dit, il est facile à extraire et comme nous sommes sur le même continent qu'eux, on a pu installer des tuyaux qui rendent son transport très avantageux, contrairement au gaz naturel liquéfié américain qui a besoin de bateaux pour se retrouver en terre européenne. Terre européenne où pour s'opposer au régime russe, des embargos sur les matières premières ont été décidés par l'Union européenne. Embargo qui a été compliqué à trouver car le gaz russe sert littéralement à faire tourner de nombreuses industries européennes, notamment les usines allemandes. Et à côté de ça, c'est aussi la source d'énergie électrique pilotable la plus présente en Europe. La demande d'électricité doit être satisfaite en tout temps, sinon c'est le réseau électrique qui tombe, et ça, personne ne le veut. La production d'électricité ressemble à ça. On y voit l'énergie dite en bande ou en ruban qui produit la plus grande part de l'électricité. La principale source d'énergie en ruban, c'est le nucléaire et les centrales au fil de l'eau. À ces énergies en ruban viennent s'y ajouter les énergies dites fatales. Si on ne les consomme pas tout de suite, alors elle est perdue, ou alors elle est stockée. Mais si elle est stockée, une part non négligeable de 25% est perdue à cause du rendement. Les principales énergies fatales sont le solaire et le vent. Si les énergies en ruban et les fatales ne suffisent pas à satisfaire la demande, alors on enclenche les énergies pilotables, c'est-à-dire celles où on a un bouton qui permet de les enclencher. C'est elles qui vont permettre de faire correspondre la production avec la consommation. Elles ont donc un rôle vital pour le bon fonctionnement du réseau et permettent d'avoir un mix énergétique. Là-dedans, on a les barrages à accumulation, les centrales à charbon, les centrales au fioul et les fameuses centrales à gaz qui tournent avec ce même gaz russe dont l'Union européenne a décidé de s'en passer sans vraiment avoir d'alternative. Dans une situation de production d'électricité européenne tendue, entendez où on sent qu'il n'y aura peut-être pas assez pour tout le monde si l'hiver est trop rude, les États ont couru acheter tout ce qui pouvait se stocker pour passer l'hiver. Ils se sont donc rués sur le gaz que Poutine revendait en quantité minimale pour respecter les contrats long terme et rediriger les surplus vers le marché d'Asie centrale. Heureusement, les Américains, en bon prince, sont venus vendre au prix fort leur gaz naturel liquéfié. Ce qui a bien sûr fait s'envoler le prix du gaz en Europe. Bon, on a vu pourquoi le prix du gaz a augmenté. Mais il est où le lien entre le prix du gaz et celui du kilowattheure ? En Europe, il y a un seul réseau électrique où tout est connecté. C'est une grosse plaque de cuivre et soumis au même standard. C'est le concept de l'ordre de mérite ou préséance économique qui régit le prix de l'électricité sur le marché libre européen, le marché spot. C'est-à-dire que toute l'énergie vendue instantanément sur le marché au comptant est au prix de la dernière source d'énergie appelée pour satisfaire la demande. Le coût de l'énergie est réparti entre le coût d'investissement initial, le CAPEX, et le coût de fonctionnement, ou OPEX, pour les intimes.
Les énergies pilotables ont tout un coût d'exploitation plus élevé que les énergies en bande et fatales. Pour faire court, l'ordre de préséance est une situation optimale pour la quantité d'électricité produite, le coût de cette production et, dans une certaine mesure, l'environnement à travers le prix d'une tonne de CO2 émise. Cela donne dans l'ordre de priorité suivant. D'abord le nucléaire, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, le gaz, le charbon et on termine avec le fioul. Ces éléments influencent sur la production. Si on regarde de l'autre côté et qu'on regarde la demande, les États ont mis sur pied des campagnes de sensibilisation et d'incitation à la diminution de la consommation, ce qui est une bonne chose. Mais quand on se retrouve avec un message du type « Arrêtez de préchauffer le four et mettez un couvercle quand vous cuisez des pâtes », on a le droit de rire. D'ailleurs, rire, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, on parle de sobriété. Mais une sobriété, c'est un choix. Si les économies sont dictées par un impératif financier, cela s'appelle de la pauvreté. Et si on retourne sur le marché du gaz, les prix ont bien grimpé. Ce qui s'est répercuté sur les OPEX des centrales à gaz. Ce qui s'est répercuté sur le prix du kilowattheure sur le marché spot. Le marché spot, c'est où les fournisseurs d'électricité ont acheté ce qui leur manque pour satisfaire la demande de leurs clients, ceux auprès de qui se sont engagés avec des contrats. Et si le prix du kilowattheure augmente sans qu'ils puissent le répercuter sur les consommateurs, les fournisseurs d'électricité se retrouvent coincés. Mais ce n'est pas pour déranger les producteurs d'électricité qui, eux, peuvent revendre avec de jolies marges leur surplus de production qu'ils n'ont pas déjà vendu à travers des contrats à long terme. Voilà, on a fait le lien entre guerre en Ukraine, embargo européen, prix du gaz, les campagnes de sensibilisation étatiques, le prix de l'électricité sur le marché spot, les distributeurs qui s'agitent et les répercussions sur les clients privés et pros. Bon, et si on laisse de côté cette réalité technique et ses imbrications économico-juridiques pour se concentrer du côté de notre confédération helvétique. Nous avons d'ailleurs été un des seuls pays à se prononcer démocratiquement sur le processus de libéralisation du marché électrique, imposé par les eurocrates bruxellois et les intégristes de la concurrence. C'était dans le cadre d'un référendum facultatif sur la loi sur les marchés de l'énergie en 2003. Le peuple l'avait, avec raison, refusé. Belle preuve que notre démocratie semi-directe fonctionne. La dernière votation au sujet de l'énergie, c'est en 2017, à propos de la stratégie énergétique 2050. C'est un joli paquet avec plusieurs points dedans, dont voici les principaux. L'amélioration de l'efficience énergétique, la promotion de l'énergie renouvelable et la sortie du nucléaire. La Suisse avait déjà voté 5 fois sur la sortie du nucléaire, et à chaque fois, cette votation a été refusée. Le paquet énergétique a donc réussi là où 5 tentatives avaient échoué. Mais une stratégie qui nous a amenés dans la situation actuelle, est-ce qu'elle est bonne? Ne mérite-t-elle pas d'être corrigée ou revue? D'autant plus que si l'on regarde le mix énergétique électrique du pays qui nous a servi de modèle, c'est pas vraiment bas carbone. La lignite, ils savent bien exploiter. Je suis pas sûr que ça les aide à respecter les accords de Paris. Par contre, si on regarde de côté de nos voisins français, on peut dire que leur mix est nettement plus bas carbone, en plus d'être pilotable. Fort de ce constat, des jeunes de droite ont lancé une initiative afin d'offrir des perspectives énergétiques qui dépassent les positions idéologiques. À l'instar de l'Allemagne qui est en pleine crise énergétique structurelle, pas conjoncturelle, donc ça va durer, arrive à fermer 3 réacteurs nucléaires en parfait état de marche. Les accords de Paris peuvent aller se brosser, tout comme les milliers d'Allemands qui décèdent annuellement à cause de la pollution atmosphérique issue du charbon. Les 2 points pleins de bon sens et de pragmatisme qui sont demandés par l'initiative sont les suivants. Article 89, alinéa 7 de la Constitution. La production de l'électricité respecte l'environnement et le climat. Toute forme de production respectueuse du climat est autorisée. En simple, lever l'interdiction sur le nucléaire. Le truc où est écrit la stratégie énergétique 2050, c'est une loi. Si on modifie comme souhaité la Constitution, la loi devient caduque. L'autre demande souhait, c'est pour l'alinéa 6. L'approvisionnement en électricité doit être garanti en tout temps. À cet effet, la Confédération attribue les responsabilités, ce qui consiste à établir une meilleure répartition des dicastères au sein des offices fédéraux. Lors de l'hiver 2022-2023, le DTEC via l'OFEN disait « c'est tout bon !» et le département de l'économie et de la formation via le SECO disait « ça va être la merde !» L'administration fédérale perdrait en inefficacité s'ils travaillaient ensemble. En conclusion,
je vous invite à signer et à faire signer cette initiative afin que la population suisse puisse s'exprimer sur ces thématiques et qu'ensuite, si c'est accepté, les autorités fassent leur boulot. Le mieux pour l'environnement et notre autonomie, c'est une électrification des usages, une diminution de la consommation et des sources d'énergie bas carbone, pilotables et abondantes. Imaginez qu'on produise trop de courant en hiver et qu'on puisse le fournir à nos voisins. Ça fait quand même plus envie que de se retrouver dans une situation où tous les pays se reposent sur des exportations de leurs voisins, alors que même en attendent aussi. C'est pourquoi je vous invite à signer et soutenir l'initiative Stop au Blackout. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.